En 2013, Didier Roustan m'a proposé de partir au Brésil avec ma caméra. À quelques mois de la Coupe du Monde, il voulait comprendre ce qu'était devenu le football, le vrai, celui des artistes, des poètes. Nous avons traversé Rio, Sao Paulo, Salvador de Bahia. Rencontré les légendes qu'il admirait, foulé les pelouses sacrées, arpenter les favelas. Ce film, c'est un road movie, une quête, une déclaration d'amour. Le dernier voyage de Didier. Je m'appelle Bruno Sevestre et je vais vous raconter cette histoire. Il ne disait rien, mais il regardait tout. Rio défilait derrière la vitre, et dans ses yeux, on lisait déjà 1000 questions. On venait pour parler de football, mais avec Didier, ce n'était jamais juste du football. C'était un prétexte, un fil, une manière d'entrer dans le monde. Ce voyage, il l'avait rêvé à sa façon, sans plan précis, sans itinéraire figé. Ce qu'il cherchait ici, c'était peut-être ce qu'il avait peur de voir disparaître. Le jeu, la beauté, la liberté. Il voulait que tout commence ici, au Maracanã. Pas un stade, un mythe. Mais ce jour-là, le Maracanã était en chantier. Comme si le Brésil tout entier se reconstruisait 6 mois avant sa Coupe du Monde en 2014. Pour Didier, ce n'était pas de la nostalgie, c'était autre chose. Le besoin de savoir si ce lieu chargé d'âme pouvait survivre à sa propre modernisation. Donc voilà, ici Bellini, le capitaine mythique de la Coupe du Monde 58 et 62, le ballon qui représente la planète. Donc là, vous avez l'équipe qui a gagné en 58, cette plaque avec tous les joueurs. Si on continue, vous avez celle de 62, Bicampeão Mundial, les joueurs des Tricampeão Mundial 70, donc la victoire au Mexique contre l'Italie 4-1. Et puis après, il y a un grand trou. Il faut attendre 1994 aux États-Unis pour la victoire au tir au but. Contre l'Italie, c'était pas évident. Et après, 2002, la victoire contre l'Allemagne. Donc c'est Pentacampeos. 5 fois champion du monde quand même. Les mecs, ils ont 5 étoiles. C'est pas des rigolos. Ah ben non, c'est le pays du football. Le pays du football, oui. Pas seulement parce qu'on y joue mieux qu'ailleurs, mais parce qu'ici, le football est une langue, une mémoire. Ce jour-là, le Maracanã retrouvait sa ferveur. Zico, le Pelé blanc, rassemblait autour de lui les héros d'hier et d'aujourd'hui. Romario, Leonardo, les champions du monde de 62. Tous venus pour un match caritatif pour la beauté du geste.
Pour Didier, Zico, c'était plus qu'un joueur. C'était l'élégance, l'intelligence du jeu, la fidélité à un certain football qu'on croyait disparu. Le voir sur cette pelouse, encore, c'était comme retrouver une chanson qu'on croyait oubliée. C'était ça, le Brésil de Didier, celui qu'il était venu retrouver. Alors ça, ce sont les filets du Maracanã qui datent du 19 novembre 1969. Avec, vous voyez, une partie du but. Tout cela a été arraché. Pourquoi? Parce que cela correspond au but dans lequel Pelé a marqué son 1000e but. C'était donc ici au Maracanã. On a gardé les empreintes du roi, bien évidemment. Moi, je fais du 43-44. Je pense que, ah oui, les grands footballeurs ont des petits pieds. Il a des pieds donc plus petits que les miens. Et là, c'est le ballon en question, un bon ballon blanc. Et Pelé, dans son style caractéristique, quand il tirait les pénaltys, bon, il s'est arrêté dans son élan, il est reparti. Le gardien a effleuré la balle, c'est un gardien argentin, Andrada. Il était furieux d'encaisser le 1000e but, ce que je comprends pas, parce qu'on devrait être content, parce que grâce à ça, il entre dans l'histoire. Et Andrada, que personne ne connaît maintenant, enfin, je veux dire, sauf en Amérique latine, bien sûr, eh ben, je vous en parle aujourd'hui. Donc, quelque part, il est entré dans l'histoire et ça fait partie de l'histoire aussi de ce stade qui a vécu des moments fantastiques, bien sûr. Ce soir-là, le roi inscrivait son 1000e but et le match fut interrompu pendant 20 minutes. Le Brésil tout entier s'était levé, comme pour saluer l'éternité. Champion du monde en 1970, aux côtés de Pelé, Tostão, Jairzinho, Paulo César Lima Caju était l'incarnation d'un football total, solaire. Le roi Pelé lui-même le voyait comme son successeur. Paulo, le stade de Maracanã, c'est un petit peu ton jardin, ta maison, beaucoup de souvenirs. Le premier souvenir, c'était quand? En 1967, je débute à Maracanã, j'avais 17 ans. Je signe mon contrat avec Botafogo, 2 ans de contrat. Personne ne connaissait pas chez moi. D'abord, mon père était entraîneur en Colombie, Honduras, on a passé 6-7 ans en dehors. J'arrive et je signe un contrat avec Botafogo. Et mon premier match, c'est la finale de la Coupe de Rio contre América, que c'était une grande équipe de Rio, qui avait le frère de Zico, Edu, le numéro 10 très fort. Et 3 buts dans la finale de la Coupe de Rio. On gagne 3-2, champion de la Coupe de Rio. Et tu marques les 3 buts? Les 3 buts, à 17 ans. Et c'est énorme, hein, avec un public de 133 000 personnes. 133 000 personnes. Donc moi, là, à partir de ce jour-là, les gens t'ont connu. Ah oui, Maracanã, c'est chez moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce stade? Tu y as joué à maintes reprises avec Botafogo, avec d'autres grands clubs de Rio quand tu es revenu de Marseille, avec la sélection, bien sûr. Pourquoi c'est un stade un petit peu à part? Maracanã, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est Wimbledon. Ah, d'accord. Celui-là, c'est Wimbledon. C'est pas Maracanã. Wimbledon. Donc, ça veut dire qu'il est petit. Les jeunes, non, le pauvre ne peut pas venir aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est pour ça. C'est trop cher. Oui. Plus pour moi, là, quand on était là. Oui. Les chaises, tu sais, la tribune de VIP. Oui. Moitié, millier. C'est 400 balles, 350 balles, 200 balles. Les gens ne peuvent pas. Non. Mais les gens pauvres, le salaire minimum est 700 réals. Oui. Il ne peut pas. Les gens qui aiment le foot. Maracanã, il était d'abord la capacité 220 000 personnes. Non? Il y avait une area qui s'appelait Geral. Il
il y avait un tunnel qui séparait le terrain. C'est les gens pauvres qui venaient là, tu comprends, avec la musique, l'école de samba. C'est fini ça. C'était particulier pour ça. Pour le public, d'abord, c'était exceptionnel, parce que c'est la moitié des gens, vraiment, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était un stade populaire, tu comprends, pour les gens de la favela, pour les écoles de samba. On avait tout, on avait la musique. C'était extraordinaire. Chaque école de samba, ils sont supporters d'un club. Par exemple, de mon club, Botafogo, c'est Portela, tu es connu. De Flamengo, c'est Mangueira. Vasco da Gama, c'est Imperatriz. On avait la musique ensemble, plus de places populaires, tu comprends? Et c'était magique. Le terrain extraordinaire, anormal, 125 pour 75. Donc on avait la condition pour jouer, principalement les artistes qui aiment jouer au ballon, on avait la chance pour que c'est difficile de faire le marquage individuel. Et même sur l'équipe qui vient pour se défendre, c'est impossible, c'est impossible. Ça, c'était la magie de Maracanã. À l'époque de Paulo César, les tribunes étaient pleines de gens du peuple. Ceux qui vivaient dans les favelas, tout là-haut, venaient au Maracanã comme on va au temple. Aujourd'hui, les places coûtent trop cher. Le football qu'ils ont nourri, ils ne peuvent plus le regarder. Alors Didier a voulu qu'on monte là-haut, dans l'une de ces favelas de Rio, longtemps livrées aux trafiquants. Pas pour faire sensation, mais pour voir, écouter, sentir ce que le football représente encore quand il n'est plus une marchandise. Voilà, ici nous sommes dans la favela Providencia, qui a été la première favela bâtie à Rio, juste après l'abolition de l'esclavage en 1888. Les gens pauvres, petit à petit, commençaient à habiter sur les hauteurs de la ville. Elle compte sensiblement 15 000 habitants. Elle est très belle et c'est ici que l'artiste JR a exposé des très grandes photos qui représentaient des portraits de femmes et qui étaient un petit peu qui fait office de devanture devant la favela, qui ont maintenant disparu car évidemment elles s'abîmaient avec le climat, etc. Vous avez vu là ces très jolis graffitis, ce regard un petit peu triste forcément, mais toujours en bas, ce sourire et cet optimisme légendaire brésilien. Et on va aller se promener un petit peu et voir les gens ici. Bonjour. Romario. Est-ce possible une entrevista avec Romario? J'ai trouvé Romario, le député. Hein? Un peu quand même. Un peu. Voilà, là je suis dans ce qu'on appelle la maison jaune, la Casa Amarella. C'est une maison qui a été achetée par l'artiste photographe français JR. Et donc elle appartient à cette favela, et c'est Mauricio, qui est un artiste photographe également, qui a réalisé de très très belles photos qu'on va voir tout à l'heure, qui vit dans cette favela depuis longtemps, qui la gère, qui s'en occupe, et elle permet donc à beaucoup d'habitants de la favela qui sont intéressés d'apprendre à faire des photos, manier un appareil, etc., etc. Meu nome é Maurício Hora, nasci aqui no Morro da Providência, tenho 45 anos. Comecei a fotografar com 13 anos de idade. Sou filho de um ex-traficante e isso me possibilitou ter um trabalho que identificasse mais a favela. Então eu tive mais liberdade para poder conhecer a favela toda. E a ideia do relevo também
Isso aqui é um resumo do meu trabalho na Providência e ao entorno da Providência, desde 94, desde 1994. Sim. Eu venho registrando. Então, o Porto é porque a maioria dos trabalhadores do Porto são da favela. Essa é uma favela portuária, mas, na verdade, é um trabalho mais de registro, não um trabalho artístico. Essa é a primeira favela da América Latina. Pela estatística, ela é a favela mais violenta do Rio de Janeiro, pela estatística. Então, as pessoas não subiam na favela para ver a beleza que tinha. Então, a ideia das fotos um pouco mais com cunho artístico era para que as pessoas pudessem ver com mais realidade a favela. Voilà, sur cette porte, c'est un travail qui a été fait par Vils, qui est un artiste portugais très connu, c'est-à-dire qu'il travaille sur du bois et avec un petit couteau et ainsi il peut réaliser ce genre de portrait, par exemple. Et ce travail, il l'a effectué avec des tas d'enfants de la favela et permet aussi de donner une autre image de la favela. Et pour certains, bien sûr, ils seront repérés et puis après, ils voleront un petit peu de leurs propres ailes. Donc, avec cette Maison Jaune, car nous sommes toujours à l'intérieur de la Maison Jaune, et tous ces artistes qui arrivent, et Mauricio qui fait marcher tout cela au quotidien, et ça permet aussi de faire venir beaucoup d'artistes qui soient brésiliens. Et entrer dans cette favela, je vous dis qu'il y avait une très très mauvaise réputation, et des artistes aussi du monde entier. On a parlé de JR et donc ici le portugais Vils. Donc voilà le travail de cet artiste avec les enfants de la favela. À Rio, il y a des clubs qui sont des institutions, et puis il y a Botafogo. Le noir et blanc, l'étoile solitaire. Paulo César y a joué, comme Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos. Des noms qui résonnent comme des poèmes dans la mémoire du football brésilien. C'est lui, Paulo César, qui a donné rendez-vous à Didier dans le musée du club, comme on entre dans un sanctuaire. Pour Didier, c'était une manière d'aller à la source, là où tout avait commencé, là où le jeu avait encore une âme. Donc Paulo, explique-moi, quand tu étais enfant ici sur ce terrain d'entraînement de Botafogo, déjà pourquoi tu étais là enfant? Tu avais le droit? Pour moi, c'était un très bon souvenir. D'abord, mon père, j'ai la chance, il était l'entraîneur de cette équipe de Botafogo qui avait 6-7 joueurs de la sélection brésilienne. C'est quelle époque ça alors? 62. 62. Entre 60 et 61, 62. Quand le Brésil gagne la deuxième Coupe du Monde, il y avait Garrincha, Didi, Quarentinha, Mario Do, Zagallo, Nilton Santos. J'avais l'école pour le matin. Oui. Et on habitait à côté de la plage. Ouais. Et mon frère me disait, non, on va à la plage. J'avais 10 ans, je crois. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne vais pas à la plage, je vais avec mon père à l'entraînement. Et mon père disait, non, ne viens pas avec moi. Je dis, s'il te plaît, j'aime ça, j'adore le foot, j'aimerais bien rester avec côté de Garrincha. Il m'a dit, ok, d'accord. Et des années 60, mon père était entraîneur, 3 ans ici. Tout l'après-midi, je l'accompagnais et je restais derrière au but pour embrasser le ballon après sur le terrain. Et pour moi, c'était un rêve. Oui. Un rêve. Je dis, un jour, je serai là. Je vais devenir comme ça. 6 ans plus tard, Paulo César entrait sur la pelouse comme titulaire, avec à ses côtés ceux-là même qui le faisaient rêver. Ce jour-là, il n'était plus un enfant dans les gradins.
il était devenu l'un des leurs. Didier le regardait avec une forme de tendresse admirative, comme on écoute un homme qui a vécu, sans jamais trahir l'enfant qu'il était. Et bientôt, il entrerait à son tour dans la légende du club. Dans une enquête qu'ils ont fait, je crois que 5 ans dernière, sur le Botafogo de tout le temps, le Botafogo du siècle. Et pour moi, c'était un honneur d'être élu pour au minimum 500 supporters de Botafogo de toutes les espèces. Ça commence par Manga, gardien de la sélection brésilienne en 66, un des meilleurs gardiens que j'ai vu au monde. Newton Santos, une encyclopédie de football, bichampion, 2 fois champion du monde. Leonidas, un des meilleurs libéraux brésiliens de tous les temps. Marinho Chagas, arrière gauche de la Coupe du Monde 74, meilleur arrière au monde. Carlos Alberto Torres, champion avec moi en 70 au Mexique, capitaine de la sélection brésilienne. Heleno de Freitas, grand avançant des années 50-60, très bon garçon, très intelligent, et une meilleure avançante brésilien. Amarildo, champion du monde, bicampion du monde 62, remplaçant de Pelé au Chili. Pour moi, c'était un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde avec Garrincha. Quarentinha, le meilleur buteur du Botafogo dans tous les temps, un gaucher extraordinaire. Paulo César, ailier gauche, champion du monde 70, 4e au monde 74, élu le meilleur ailier gauche du Botafogo de tous les temps. Jair Ventura, Jairzinho, le meilleur numéro 10 de tous les temps de Botafogo, champion du monde 70, 7 buts marqués en 6 matchs. Gerson et Didier ensemble, pour moi, c'était les 2 meilleurs milieux de terrain au monde, comme stratégie, comme technique, organisation. Et Garrincha, pour moi, le Charlie Chaplin de football. Pour moi, le meilleur ailier de droite au monde, ou peut-être ensemble avec Pelé, le meilleur joueur au monde, de tous les temps. Et puis, il y a eu Rildo, vieux complice de Paulo César. Ils avaient joué ensemble à Botafogo, partagé des vestiaires, des victoires. Rildo avait ensuite rejoint Pelé à Santos. Une autre époque, une autre idée du jeu. Didier voulait l'écouter, pas seulement pour les souvenirs, mais pour comprendre ce que pense aujourd'hui un homme de cette génération-là. De ce qu'est devenu le football brésilien. How can I explain in the past, at this time, 1970, 1965, etc., there is a lot of great players in attack in Brazil. Actually, and since 20 years, 30 years, there is not a lot of great players. You have sometimes, Ronaldo, you have Ronaldinho after, now you have Neymar, but you have no 5 or 6 top players at the same like time. Santos have 7, 8 players at the that same moment. They have good skill, and Botafogo have another 7, and in Flamengo. And now, it's not possible. That's what I think. That the coach now, he go to the players, young player that is 14, 16. He said, you want to. No, let the play give him the best. That's why the players, he play like a normal player. You don't let the talent the players have and go off. Do it. You know, let go. Because the street don't have large street like before. Than the beach, because when you play in the beach and the street, you have to play against everybody. You have the ball, you have to dribble everybody. No anymore have it like that. Yeah, but in the actual football, it's impossible. It's impossible. You must play a little. Exactly. Exactly. That's why reason. Same time, come one. Because that player, he don't listen to the coach. That he stay the best player, because the coach, the young,
You tell, hey, pass and do it. And him come in the field, he dribble one, dribble two. That to make a difference class player. Yeah. Why the coach are no good for you? Because the coach don't want to lose your job. Yeah. That's why. Okay. Conserve the team. Yeah. He said, I don't want goals. I want the team play safe. Yeah. Safe. Yeah. That start 0-0, 1-1, that's enough for him for keep the job. Yeah. If he lost 3-1, you know, that he lost the job. Okay. And the coach before said, I don't care. I want a good player like Brazil player. Good soccer. Because win or lose, the people enjoy good game. Beautiful game. Because the people come, oh, I have a wonderful game. And because everybody play, you know, for the score, not the safety. But do you think the young people, we have never seen the other football of the great time, think the same like you? So. That, for example, when I play, my time, for Portugal, for example, I scored a goal for Brazil. And then coach, don't go anymore. Say, why? They scored the goal, but you know, take a risk, play safe. That's no game. That win or lose, I want the people come in the stadium, come in the field for watch beautiful game. Same time you lost the game, but the team play great, play beautiful. That's what the reason that I like the games, and that for the people come enjoy the game, win or lose, but it show the biggest pattern for the people. Deuxième étape, direction Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. Dans l'avion, Didier ne perdait pas une minute. Il lisait, il creusait, il préparait. Ce jour-là, c'était un ouvrage sur Socrates, le joueur, le médecin, l'intellectuel. Celui qui avait tenté de faire du football un acte politique. Didier l'admirait profondément, parce qu'il pensait, parce qu'il croyait au collectif. Nous sommes dans le musée des Corinthians de Sao Paulo et évidemment il y a un emplacement tout particulier et très cher au cœur de chacun, de tout supporter corinthien, qui est lié à la démocratie corinthienne. Alors la démocratie corinthienne c'est quoi? En 1982, initiée par Socrates et 2 ou 3 de ses partenaires très proches et plutôt intellectuels, je vous signale que nous sommes sous la dictature. Et eux, ils vont instaurer un système d'autogestion, c'est-à-dire que les joueurs entre eux, mais aussi vont avoir une relation démocratique avec la direction technique, mais aussi avec la direction administrative et avec la direction politique du club. Et tout ça va très bien marcher. Ça va aller de choisir est-ce que pour ce match, eh bien, on fait une mise au vert, jusqu'à la politique du club dans les années à venir, les transferts à venir, etc., etc. Et évidemment, quand on connaît l'importance du football dans ce pays, eh bien, ça a des répercussions considérables parce que tous les millions de Brésiliens voient cela. Les politiques et militaires sont très embarrassés parce qu'on est en train de prouver qu'il y a un système autre qui marche merveilleusement bien, où les gens ont heureux, et ce système, bien sûr, c'est le système démocratique. Vous vous doutez bien que tous les joueurs, et Socrates en particulier, vont subir des pressions particulières des militaires, de manière subtile, bien sûr, car les footballeurs sont très populaires. On ne peut pas comme ça le prendre et l'emprisonner. Mais ça ne sera pas simple. Mais Socrates va tenir bon, ses partenaires également, et ça va même aller plus loin. C'est-à-dire qu'il va y avoir des messages politiques sur les maillots. C'est pas de la publicité. C'est par exemple, pour ce match,
eh bien, tous les joueurs avaient le 15 voté. Vous voyez, des messages politiques, il y a une réelle conscience politique et on va dire que ce n'est pas l'élément moteur de la fin de la dictature. Il y en a eu d'autres qui expliquent la fin de cette triste période, mais ça a été l'un des actes fondateurs et c'est pour ça que les Corinthians, c'est un club un peu particulier, un club populaire. C'est beaucoup plus qu'un club. Ça va, ça s'est bien passé ce voyage Très bien. brésilien. 10 ans plus tard, Rai, frère de Socrates, ancien joueur du PSG et grand monsieur du football brésilien, inaugurait à Paris une rue au nom de son frère. Kaká, grand ami de Lula, grand ami de tout le mouvement démocratique au Brésil, c'est lui aussi. C'était au village olympique, symbole d'un autre avenir. Le docteur est par là. Le docteur est là. Didier n'avait pas pu être là ce jour-là, mais il aurait aimé. Rai et lui étaient très proches, une amitié faite d'idées, de respect et de silence complice. Ce jour-là, c'est comme si, quelque part, ils étaient tous les trois réunis. Há 60 anos, Il y a 60 ans, teve o golpe de Estado. nous avons un coup d'État. E hoje, Et aujourd'hui, ele está aqui porque ele representa valores que vão além do Brasil, parce qu'il représente des valeurs qui vont au-delà du Brésil. valores que estão necessários no mundo hoje, Des valeurs aussi nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. valores da democracia, da liberdade, Des valeurs de la démocratie et de la liberté. da busca da justiça e da paz. Et de la recherche de la justice et de la paix. E mais do que nunca, o mundo está em perigo, está em ameaça, e mais do que nunca a gente precisa das ideias do Dr. Sócrates. L'idée est Obrigado. Retour sur les hauteurs de Sao Paulo. C'est là que travaille Marcelo, ancien défenseur des Corinthians, aujourd'hui recruteur pour l'Olympique lyonnais. C'est lui qui a fait venir en France des joueurs comme Chris, Fred, Juninho ou encore Edmilson, un homme entre deux mondes. Alors, vous connaissez bien le championnat de France, bien sûr. Pour les Français, le championnat brésilien, c'est un peu particulier déjà, parce que sur la même année, il y a le championnat régional, le championnat national. Mais au niveau du jeu, proprement dit, quelle est la différence entre le football brésilien local, on va dire, et le reste du monde? Bon, la différence, je pense que le principal, c'est que, bon, il y a l'espace entre les lignes. Ici au Brésil, c'est plus écarté. Bon, c'est vrai aussi, moi, après que je suis allé en France pour jouer, la différence, c'est que, bon, c'est surtout le climat. Ici au Brésil, on n'arrive pas à faire le pressing comme on fait en France, sur toute l'Europe. Bon, grâce au climat, avec 35 degrés, 40 degrés, il y a une grosse difficulté au niveau physique. Donc c'est ça. Donc là, à partir du moment qu'on a plus d'espace entre les lignes, on peut jouer plus le ballon. C'est ça, je pense que la différence entre le Brésil et, bon, et toute l'Europe et surtout la France. On sait que le Brésil, maintenant, je parle au niveau de l'équipe nationale, même sans doute au niveau des clubs, ça a été longtemps un football romantique, porté sur l'attaque, avec des très grandes individualités. Aujourd'hui, c'est quand même plus dur, quoi, ou plus physique, ou comment le vivent les gens? Ils veulent quand même du spectacle. Oui, bon, c'est vrai qu'il a changé un peu, mais je pense que la qualité technique de chaque joueur, elle existe encore. Mais c'est vrai que, bon, les entraîneurs, même avec l'interchange avec l'Europe, avec tout le monde, les lignes aussi, ça commence à réduire.
Donc on arrive à, pas comme l'Europe, mais on arrive à presque bien près des lignes de 35 mètres qui jouent aujourd'hui en Europe. Et ça, avec la qualité de joueurs brésiliens, ça, je pense que tout le monde était un peu étonné à la finale de l'Espagne contre le Brésil, à la Coupe des Confédérations. Même moi, j'étais étonné quand j'ai vu Fred qui faisait le pressing sur les défenseurs. Moi, je pense qu'il a fait sur la finale de la Coupe des Confédérations, il a couru plus que des 10 matchs de championnat ici. Donc, je pense que même les Espagnols ont été surpris de la façon comme le Brésil a joué et comme il a fait le marquage. Je pense que c'était pour ça que le Brésil a gagné. Et je pense que si le Brésil pense en gagner la Coupe du Monde, il va falloir jouer comme ça. Si le Brésil ne gagne pas la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va se passer? En 1950, ça a été un drame national. Comment? On ne le souhaite pas. Tout le monde espère que le Brésil gagne, sauf. Mais il y a une pression terrible. Déjà, elle existe? Ouais, je pense qu'il y a une pression parce que, bon, c'est le pays du foot. Même l'entraîneur, Scolari, il est en train de dire que, bon, qu'il faut gagner. Le Brésil, c'est juste la victoire qui intéresse à l'équipe. Et bon, et pour les supporters, c'est la même chose. Mais nous, qui on connaît le foot, on sait que c'est un jour. Ça suffit un jour qu'il y a 2 ou 3 joueurs de talent comme Neymar, je sais pas, Fred, Oscar, qui sont un petit peu moins bien. On sait que ça peut perdre un match. Mais le Brésil, surtout avec Scolari, c'est quelqu'un qui arrive à bien mobiliser les joueurs. Je pense que le Brésil, il y a une grande possibilité de gagner. Mais il faut jouer. Dans les parcs de Sao Paulo, le football ne s'apprend pas, il se vit. On y joue comme on respire, sans arbitre, sans consigne. Chaque passe, chaque dribble est une promesse. Peut-être celle de devenir un jour le nouveau Neymar. Mais sur ces terrains improvisés, les filles ne restent plus sur la touche. Elles entrent dans le jeu, avec la même fougue, le même rêve, et parfois plus de rage encore. Ah, belle frappe, belle frappe, belle frappe, belle frappe. Il y a beaucoup de femmes qui jouent au foot. Le football féminin est très, très populaire, beaucoup plus que chez nous, même si on a des bons résultats. Et vous savez sans doute que Marta, la fameuse Marta, joueur de la sélection brésilienne, a été élue 5 fois meilleure joueuse du monde, ce qui n'est pas rien. Et elle joue pas très loin de Sao Paulo, puisqu'elle joue à Santos, le port de Santos, qui se trouve à 1 heure de route. No pain, no game. Ah, no pain, no game. No game. Alors toi Corinthians, ¿te gusta Corinthians? Sí, Corinthians también. What? Toujours à Sao Paulo, sur la piste du football, sur la route du football. Alors on nous a vanté un bar traditionnel de football, tout à fait pittoresque, assez vieux, où il y a des tas de maillots, des tas de belles choses. C'est un peu le temple du football, une sorte de musée où les amoureux de football, enfin pas tous parce qu'ils sont nombreux, mais bon nombre d'entre eux vont voir les matchs. Donc je suis dans le bar en question, le Cristóvão, c'est son nom. Et oui, c'est vrai que ça fait un petit peu temple, c'est assez pittoresque, très, très chaleureux, beaucoup de bois. Et des photos en veux-tu, en voilà. Alors ils sont pas sectaires dans la mesure où il y a beaucoup de photos de joueurs de Sao Paulo ou qui sont passés par Sao Paulo, ou les clubs évidemment de Sao Paulo, en particulier Pelé, Santos, etc. Mais il y a de tout. J'ai vu Maradona pas très loin, pourtant argentin, vous savez qu'argentin, brésilien, bon ma foi. J'ai vu un petit peu plus loin un petit peu de Platini, un petit peu de Zidane. Il y a des fagnons d'équipes italiennes. Voilà, tant que c'est foot, c'est bon.
on va dire. T'as bon, comme ils disent ici. Bon, j'en suis à ma 6e caipirinha, faut pas m'en vouloir. Je connaissais le nom du croisement des rues, mais j'ai complètement oublié, on s'en fout de toute manière. Et vous en foutez, si je vous dis Via Balagiboga et Via Balagui, c'est pareil. Donc c'est un peu la rue de la soif, si vous voulez. La jeunesse paulista a soif. Et moi aussi, même si j'ai la cinquantaine passée, j'ai 20 ans dans la tête, je suis français, donc j'ai soif. Et la caipirinha, c'est un peu mon péché mignon, si vous voulez. C'est le truc local. Et pour moi, c'est très dangereux. Mais voilà, demain, ils reprennent le business, les mecs et les femmes aussi. Mais là, ils cessent d'aller. C'est assez sympa. Voilà. Donc le 10, le Brésil, le football, c'est un peu loin. On rigole un peu, voilà, c'est tout. Ouais. Après quelques caipirinhas bien mérités, Didier reprenait la route. Direction Jundiaí, à une 60aine de kilomètres de Sao Paulo. C'est ici que Néné, le meneur brésilien du PSG, fraîchement champion de France, avait décidé d'organiser un match caritatif. Un retour aux sources dans le stade même où il avait fait ses débuts professionnels. Pour Didier, c'était plus qu'un match. C'était une occasion de capter ce lien invisible entre les origines et la reconnaissance. Là où tout commence et où certains choisissent de revenir. Il fait une chaleur à crever, les enfants. Hein, on souffre. Vous croyez qu'on s'amuse ici? Bon, donc on arrive, là, c'est du bon ciment. Du bon stade brésilien de province, enfin même si c'est pas une petite ville, et qui a des matchs de l'État de Sao Paulo, qui est un championnat très très important, championnat d'État, donc avec des rencontres qui se disputent ici. Donc on va voir Néné. Peut-être qu'il nous reconnaît, peut-être qu'il nous reconnaît pas. On va voir. On va tenter. Hein, on n'a pas d'accréditation, on n'a pas prévenu, on n'a pas machin. Mais ici, bon, il y a encore une fraîcheur, une simplicité, un sourire qui fait que tout est possible. You remember me? Yeah, oui. France. Ça va? Ça en va forme? toi? Oui, très bien, très bien. Je suis content que tu es là. Et oui, je suis un mois au Brésil et une semaine à Sao Paulo. Et j'ai appris qu'il y avait le match, donc je suis venu pour montrer ça en France après et tout. Magnifique. Tout va bien? Ouais, ça va, tranquille. Bon, super. Un peu l'air du pays, ça fait du bien. Ça fait du bien, voir la famille, les amis. Et bon, oui. Participer organiser un match comme ça, c'est vraiment important et je suis content. Alors explique-moi, parce que chaque année, tu l'organises ce match. Oui. Ça consiste en quoi? En aider les enfants qui ont pas à manger. Il y a plein d'enfants ici qui est pour Noël, tu vois, il y a pas même pas à manger, donc voilà, ça j'appelle tous les stars de football. Ouais. Et des autres sports comme volleyball, Formule 1, Philippe Massa et tout ça, et des artistes de la télévision et tout. Bien sûr. Pour qui on appelle les gens pour qu'ils viennent. Et chaque entrée, il donne 1 kilo de nourriture. D'accord. Et voilà, comme ça, on peut aider beaucoup de monde. Ok. Dans le stade, c'était une autre ambiance. La jeune génération était là et n'allait pas passer inaperçue. Lucas Moura, prodige de Sao Paulo, venait tout juste de signer au PSG. À peine 20 ans et déjà accueilli comme une rockstar. Didier observait, curieux, amusé et sans doute un peu songeur.
Les tribunes s'enflammaient à chaque geste, chaque sourire. Le football brésilien regardait son avenir avec admiration, parfois avec vertige. Pedido de Natal pro Papai Noel no ano que vem, óbvio, Copa do Mundo. Copa do Mundo, todo mundo sabe qual é o meu objetivo, o meu sonho, né, de disputar a Copa do Mundo no meu país. Vou lutar bastante para isso, sei da minha capacidade, do meu potencial. Mas o que eu peço de Papai Noel e para Deus no final de ano é mais paz, mais amor no nosso país, né, mais união das pessoas. E acho que é isso que falta e é o primordial. Pour Didier, venir dans l'état de Sao Paulo, sans passer par Santos, était impensable. C'est ici que Pelé a écrit sa légende. Et Didier, lui, voulait marcher sur ses traces. Mais avant d'aller vers le stade, il a tenu à voir la ville d'en haut, prendre de la hauteur, comme pour mieux ressentir l'histoire avant de la fouler. Tudo bom? Tudo bom. Santos, un nom simple, une ville portuaire, mais pour Didier, c'était une terre sacrée. Qui mieux que Pépé pour évoquer le roi? L'un de ses plus fidèles compagnons de jeu. Ensemble, ils ont remporté des titres, enchanté les stades, écrit l'histoire de Santos et celle du football. Didier tenait à ce rendez-vous, parce qu'à travers Pépé, il espérait approcher un peu de ce mystère qu'était Pelé. La légende, l'homme et ce qu'il en reste. Un otro corazón acá en la camisa, en la chompa. ¿Quién es mejor, Maradona o Pelé? Pelé. Pelé mejor. 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 Después Maradona, pero Pelé. El primero. Pelé ET. Veio de Saturno, de outro planeta. Ah, sí. Ha venido de outro planeta, não é de Terra. Sí. Eu puedo falar, eu joguei mais de 200 partidas ao lado dele. Sí. ¿Qué tiene la particularidad especial? ¿Por qué es de una otra planeta? Completo, perna direita, perna esquerda, cabeceio, impulsão, chute, todo. Fuerza. Não tinha força. Fuerza. Impulsivo. Arranque. Sí. Inteligencia de juego. Sí. Muito difícil jogar com ele, muito difícil. Ah, para tú. Para mim era muito para difícil. saber. Assim a coisa dela para ele estava para cá e. Ah, sí. Você tinha que estar muito Es demasiado rápido. Sí. Sim. Increíble, ¿eh? Increíble. La historia. Sí. E Vila Belmiro, eu vim jogar no Santos a partir de 16 anos de idade, infantil, garoto ainda, e cresci jogando na Vila Belmiro. Aqui foram as grandes partidas da minha vida. Marquei mais de 100 gols aqui na Vila Belmiro, era artilheiro.
en la Intercontinental al Mundial del club. Tú ganas los dos con Santos. Joguei os dois. Ahora 62, 63. El de 63 es el aniversario, el 50 años de aniversario. Y tú es muy importante porque en el segundo partido contra Milano, tú en Maracanã inscribió 2 goles. Pero habíamos perdido em Itália de 4-2 e necessitávamos ganhar no Maracanã. E no primeiro partido no Maracanã, nós estávamos perdendo de 2-0. 2-0 para o Milan no primeiro tempo. Sí. E mira, 2-2, o Milan seria campeão. Sí, estava 2-0 para o Milan. E naquela altura, fazer goles em equipes italianas era muito difícil, porque jogavam muito bem na defesa. Sí. E no segundo tempo, nós estávamos nos camarines quando choveu, calhou uma chuva muito forte. E o estádio se quedou muito molhado. E eu gostava muito de jogar com chuva. E chutava muito forte. Sim. E em 25 minutos nós marcamos 4 goles. Em 20 do segundo tempo. Segundo tempo. Eu marquei o primeiro e o quarto. Sim. Os dois cobrando faltas de fora da área. Prepara-se Pepe para cobrar o chute. Gol! Prepara-se Pepe, correu, chutou, gol! E estávamos sem Pelé, sem Zito e sem Calvé, 3 jogadores muito importantes. E tínhamos que ganhar esse partido de qualquer maneira. E conseguimos uma virada histórica, que até hoje, 50 anos depois, é muito comemorada pelos torcedores. Sim. Didier savait que Pépé était plus qu'un témoin. Il fallait un homme de sa trempe, passé par la lumière, pour parler des ombres d'aujourd'hui. El fútbol brasileño, para la gente de Francia y de todo el mundo, no es muy romántico. ¿Cómo explicar esta evolución del fútbol brasileño? Não sei, eu acredito que o futebol brasileiro começou a se espelhar muito no futebol da Europa. Sim. E hoje já não se vê, assim, equipes com 4, 5 atacantes, como acontecia na nossa época, né? Então, hoje, eu não me gusta quando dizem assim, o treinador está sendo ofensivo, está jogando com 2 atacantes. Pô, nós outros jogávamos com 5 ou 6 atacantes. Sim. Agora o treinador, quando joga com 2, já está sendo ofensivo. Então a preocupação hoje em dia é mais de marcar meio campo. A primeira palavra que usam hoje em dia no futebol, marcar, vamos marcar, vamos marcar. Sim. Não, na nossa época vamos marcar goles. Isso sim. Seguro. Pode-me falar da seleção brasileira agora e para a Copa do Mundo? O que penso deste? A seleção brasileira ainda tem muita qualidade. Claro, vai ter dificuldades, que tem Espanha, tem Itália, grandes seleções. França está também, né? Mais ou menos. E aqui na América do Sul também os rivais de sempre, né? Mas o Brasil sempre, quando chega a hora da seleção, a expectativa é muito boa. Então temos ainda grandes jogadores, a nossa grande esperança é o Neymar. Não podemos ter nenhum tipo de problema com o Neymar, que é a nossa grande esperança de fazer gols. Eu conheço o Neymar desde que ele começou aqui no Infantil do Santos, e ele já era artilheiro. E o Neymar ao lado do Messi deve ser seguramente a grande figura da Copa. E se não ganhar, é uma... eu acredito que se não ganhar, pelo menos fazendo uma boa campanha, o povo vai aceitar. Não vai gostar,
mas não vai aceitar. Troisième et dernière étape du voyage. Salvador de Bahia. Didier tenait à venir ici, là où l'histoire du Brésil a commencé, là où résonnent encore les traces de l'esclavage, du métissage, des premières douleurs. C'est ici qu'il a choisi de poser ses mots. Des couleurs variées mais disciplinées, un soleil qui transperce les nuages, une croix imposante, au loin une église. Bienvenue à Salvador de Bahia. Ici, on prend le temps de vivre, le temps de se plonger dans un livre ou dans les délices d'un jus de goyave, mon péché mignon. Oui, oui, je l'avoue. Salvador de Bahia, la baie de tous les saints. À Salvador, les descendants des esclaves ont préservé leur culture, leur religion, et les dieux africains sont assimilés aux saints catholiques. Cette croix, si lourde à porter, du XVIe au XIXe siècle, irradie désormais les grandes avenues de la ville, avec comme point d'orgue son centre historique. Aux abords de celui-ci, ils sont nombreux à trouver un peu d'herbe pour pratiquer le sport roi. Alors, au contact d'une étrange soucoupe volante qui accueillera plusieurs matchs de la Coupe du Monde, les saints sont là. Les saints veillent. Après avoir enregistré son texte, Didier voulait prolonger la réflexion. Il avait repéré quelqu'un avec qui échanger. Bruno, un Français installé depuis plusieurs années à Salvador, qui dirigeait l'hôtel où nous logions. Les gens doivent venir à Salvador de Bahia parce que c'est ici que commençait le Brésil. Le reste, tout le reste du Brésil n'est qu'une extension de ce qui s'est passé ici. La première capitale, la première ville fondée au Brésil est la première capitale pendant près de 2 siècles. Donc c'est important de venir à Bahia pour cette mémoire, pour l'histoire du centre historique, puisque c'est le centre historique qui était le centre du Brésil. C'était aussi la capitale des possessions portugaises de l'Atlantique Sud. Donc c'était ici que convergeaient tous les bateaux qui venaient de l'Afrique. On était sur la route des Indes. Et puis une ville très ouverte sur le monde, sur l'océan, tout en ayant une identité très forte. C'est pour ça qu'on dit la culture afro-bahanaise. Salvador s'est arrêté dans le temps. Donc c'est un petit peu un bond en arrière, surtout quand on est dans le centre historique, parce que finalement on est encore un peu à l'époque coloniale. Sauf qu'à l'époque coloniale, il y avait quand même toute cette activité commerciale, puisque c'était le centre. Et cette activité s'est déplacée vers le sud du Brésil. Plus récemment, dans les 2 derniers siècles, pour des tas de raisons, parce qu'il y a des tas de cycles économiques au Brésil qui se succèdent. Mais Salvador s'est arrêté dans le temps et on a la mer en face, on a un climat quand même qui est clément toute l'année, des températures jamais extrêmes. Hein, en gros, ça aussi entre 22 et 30 toute l'année, donc c'est quand même très agréable à vivre. Bien sûr, il y a cette petite touche africaine, de joie de vivre, de musique, de danse. Et puis de gastronomie très colorée et très savoureuse. Alors, tout ça crée une ambiance qui fait que Salvador est unique au Brésil.
ces fourmis, transportant des morceaux de feuilles bien plus grandes qu'elles, Didier tenait à ce qu'on les filme. Il disait que le football, parfois, c'est ça. Avancer ensemble, à petits pas, en silence, sous le poids d'un fardeau plus grand que soi. C'était sa manière d'introduire parfaitement ce lieu. L'Ipiranga, un club modeste mais pionnier, un de ceux qui ont porté bien plus que leur propre destin. Créé en 1906, c'est l'un des plus anciens clubs du pays. Mais surtout, c'est ici qu'une révolution a eu lieu. L'Ipiranga fut le premier club à accepter des joueurs noirs, à une époque où le football brésilien se jouait entre blancs. Ce geste, à lui seul, a changé l'histoire du jeu. Didier voulait rendre hommage à ces pionniers silencieux, à ce football qui, parfois, ouvre des portes que la société garde fermées. Sur place, il a rencontré Emerson, le jeune président du club, gardien d'une mémoire trop souvent oubliée et porteur d'un héritage plus grand que lui. Fui atleta, né, minha vida toda, desde pequeno. Estive no meio do futebol, mas eu sempre gostei de gestão também, de número. Quando eu jogava nos clubes, eu ficava sempre imaginando, né, modificações, algumas coisas que eu poderia fazer se eu comandasse o clube, né? Ficava imaginando isso enquanto atleta. E depois que eu encerrei a carreira, né, eu já estava fazendo faculdade de administração, sou formado em administração. E eu comecei um trabalho como comentarista esportivo de rádio e TV aqui em Salvador. E aí, numa desses programas de rádio, eu conheci o presidente do Ipiranga na época, que estava iniciando um trabalho de recuperação do clube, um clube que estava há 10 anos praticamente parado, né, fechando as portas, acabando. E eu comecei a me envolver, né, a ajudar informalmente, até que quando eu conheci a história do clube, que é um clube de 107 anos, né, uma história centenária, história linda, eu comecei a me envolver e até que eu fui efetivado como vice-presidente. Fiquei 2 anos como vice-presidente e fui eleito presidente. Estou há 2 anos como presidente do clube, então já é um trabalho de 4 anos e é um trabalho de reconstrução de um clube de futebol. Tu disse que a história do clube é muito linda, é incrível esta história, tu la conheço bem? Sim, é um clube que foi fundado em 1906, em 7 de setembro. 7 de setembro é a nossa data da independência do Brasil, né? E por isso até no clube Ipiranga, o nome do clube, porque faz alusão a uma frase às margens do rio Ipiranga que fez com que o Brasil ficasse independente, né? Dita por Dom Pedro, né? Independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Então, foi fundado pelas pessoas que não podiam jogar nos clubes que os brancos jogavam, né? Então sempre foi um clube do povo, fundado pelo povo, que aceitou negros pela primeira vez, que teve na primeira metade do século XX, né, foi o maior clube da Bahia e teve o maior jogador da história do futebol baiano, que foi Popó, Apolinário Santana, jogava no Ipiranga, foi campeão várias vezes, né? Fora isso, o clube conta com alguns torcedores famosos, né, que torciam, como Jorge Amado, escritor, Irma Dulce, que foi beatificada há 2 anos atrás pelo Papa, e brevemente poderá se tornar santa, né? E era torcedora do clube, ia aos jogos do clube. A capoeira Angola, que é um estilo de capoeira. Até hoje
hoje, no mundo todo, as cores da capoeira Angola são amarela e preta por conta de Mestre Pastinha, que foi quem fundou o estilo, ser torcedor do Ipiranga. É uma história muito interessante, né? Então, a capoeira Angola, o mundo todo é amarela e preta, ninguém sabe, mas é por conta do Ipiranga. Porque Mestre Pastinha era torcedor do clube, né? Então, o clube tem uma história muito bonita. Só que nas últimas décadas ele entrou num processo de decadência lento, mas contínuo, até chegar nos últimos 10 anos, essa década de 2000 a 2009, né? Nesses anos, que praticamente não disputou competição dentro de campo, e fora de campo os problemas se agravaram a ponto de quase fechar as portas, né? Então é a reconstrução de um clube muito tradicional aqui na Bahia. Emerson lui avait parlé de la capoeira, de cet art né dans l'ombre entre musique et combat, une forme de résistance. Un cri déguisé en danse face à la brutalité de l'esclavage. Ici, chaque geste porte une mémoire, celle de ceux qui se sont battus pour rester debout. Comme Zumbi dos Palmares, figure emblématique de la révolte des esclaves africains. Pour Didier, ce n'était pas qu'un récit lointain. Sa mère était martiniquaise et il était né à Brazzaville, en République du Congo. Ce passé-là coulait dans ses veines. Alors, avant de quitter le Brésil, il a voulu marcher jusqu'à ce lieu. Le port où débarquaient, enchaînés, les premiers esclaves venus d'Afrique. Il n'était pas venu pour filmer, mais pour se recueillir. Il suffit parfois d'un ballon pour traverser un pays, pour relier les hommes, les époques, les silences. Un ballon qui circule, qui échappe, qui revient. Didier l'a suivi toute sa vie, pas pour marquer, pour comprendre. Ce film, c'est son dernier voyage. Le ballon roule encore, et peut-être que son âme, quelque part, court encore derrière lui. Et voilà, nous y sommes, l'année de la Coupe du Monde, les enfants. Copacabana, Maracana. On va faire un vœu pour l'équipe de France. Ici, c'est la fête sur la plage de Copacabana pour le plus grand feu d'artifice du monde. In the world.